Merci beaucoup, Julie Delors. Maintenant, on a plus de temps pour des questions. Oui, pose une question, Simon. Alors, merci beaucoup, Julie. Tu as raison, je crois. C'est une catégorie à part. Tu as parfaitement raison d'en parler. Donc, cette exiguïté, c'est vrai que ça existe. Ton exemple, Margaret Anderson, te servait bien. Et si tu te servais de d'autres exemples, il faudrait peut-être essayer d'explorer qu'est-ce que c'est que ce choix individuel. Parce qu'on trouverait peut-être que la catégorie exiguïté n'est pas nécessairement généralisable aux écrivains d'origine africaine, par exemple. Mais je me suis demandé si tu devrais faire rentrer, parce que ça tient la route tout ça, là, si tu ne devrais pas faire rentrer deux choses dans ta réflexion, et peut-être que tu l'as déjà fait. Parce que j'ai déjà coupé et censuré un certain nombre Oui, de choses. oui, oui. C'est le choix institutionnel. Donc, le choix par l'écrivain d'immigrants de l'institution littéraire à laquelle il ou elle voudrait participer. Parce que pour Margaret Anderson, c'est clairement, elle dit vouloir s'insérer dans l'institution littéraire franco-ontarienne. Chez d'autres, c'est beaucoup moins clair. Ils veulent plutôt se positionner dans la francophonie mondiale et se situer là. Alors, il y aurait ça. Et l'autre chose que je dirais aussi, parce que tu as amené les écrivains anglo-canadiens qui se sont exprimés en français en Ontario, une catégorie semblable mais à part, peut-être, je ne sais pas. Là, je dirais que c'est le choix du français comme une langue non hégémonique. Là, c'est le choix du français en disant « je choisis cette langue qui n'est pas la langue de la majorité où je suis né ». Alors ça, c'est autre chose et je ne sais pas si ça touche les écrivains venant de d'autres cultures ou d'immigration. Ça. Alors, je dirais que tu es vraiment sur un parcours qui est très intéressant. Là. Puis, oui, donc il y a plein de complexités intéressantes. C'est un work in progress aussi. Oui. Tout à fait. Oui, donc le choix institutionnel, tout à fait. Donc, excellente interrogation. Donc, pour Margaret Anderson, c'est clair, oui. Elle le représente aussi, ses personnages en sens cette idée. Est-ce le cas pour tous? Fort probablement que non. Je peux te donner Melchior Bonimpa, qui est originaire du Burundi, maintient un site internet lui-même au sujet de lui-même comme grand écrivain du Burundi. Donc, c'est intéressant, parce qu'il est dans mon corpus aussi. Il est dans les corpus franco-ontariens, on le considère comme franco-ontarien par gentillesse, je veux dire on inclut tout le monde, mais en réalité, lui se positionne à la fois différemment parce que beaucoup d'écrivains migrants en Ontario français ont comme découvert l'institution après coup. Ils se sont mis à écrire, ils ont écrit en français, surtout pour les Africains, c'était peut-être plus naturel d'écrire en français qu'en anglais, ils étaient francophones, entre guillemets, au moins au départ. Et puis, ils ont découvert qu'il y avait une institution franco-ontarienne, il y avait quelque chose qui s'appelait franco-ontarien, qui pouvait même avoir des bourses du Conseil des arts de l'Ontario et ça. Et ce qui fait que là, il y a un positionnement institutionnel qui s'est opéré, je ne sais pas. Puis même aussi au niveau des représentations, même les espaces aussi locaux, justement, Melchior et Bonimpa, les espaces canadiens sont ceux, ne sont pas ceux de l'Ontario ou presque pas. Du tout, non. Non, ce sont quelques villes ici et là mentionnées très très rapidement, mais essentiellement c'est l'Ouest canadien. Des romans africains. Et la plupart sont vraiment africains. Je pense qu'il y a quelques... c'est vraiment le titre m'échappe, mais qui se passe un petit peu en Colombie-Britannique, mais pour le reste, c'est vraiment exilé en Afrique qui font ce retour. En tout cas, merci beaucoup, c'était excellent. Merci. Maurice? Je m'excuse d'intervenir si fréquemment. Je devrais peut-être. Je t'explique pour notre fonction, mais je devrais m'expliquer peut-être pourquoi je le fais, parce que je reste ici à Montréal, peut-être un des deux derniers fondateurs du groupe Exil, qui existait ici à Montréal depuis 2002. On a organisé 11 colloques internationaux. Maintenant, on continue à fonctionner à Paris. On fait chaque mois au moins 2 rencontres, des colloques internationaux aussi. C'est pour ça que je suis depuis longtemps dans la problématique. Peut-être je ne connais pas vraiment les corpus
que vous présentez, mais quand même, j'essaie toujours d'aborder ce que vous présentez à partir des nombreuses et innombrables plutôt, discussions qu'on avait ici dans ce mur depuis voilà, cette décennie. Et d'après ce que j'ai vu dans votre intervention exposé, c'était pas toujours évident pour moi qu'il s'agit effectivement de l'exil. Dans tous les cas. J'ajouterais aussi qu'il faut peut-être distinguer dans l'exil deux choses, la condition et l'expérience. Et ça, ce sont des choses différentes. La condition, comme l'exiguïté, cette condition minoritaire, etc., c'est une chose. Et ce n'est pas toujours pertinent pour exil, donc, comme j'ai déjà dit, pour toutes les minorités. Pour les minorités franco-canadiennes, je ne suis pas certain que ça ne se rapporte plutôt à un certain transculturalisme, parce qu'ils sont depuis longtemps ici autant que les anglo-canadiens, peut-être même plus longtemps dans certains contextes. Donc, c'est pas évident qui est en situation, dans les conditions exiliques ou non. Alors que l'expérience exilique, ça c'est plus articulé et on peut vivre cette expérience en restant dans le pays, en quittant le pays. Et ça c'est beaucoup plus personnel et individuel. Et d'ici vient voilà, les figures de l'exil. Par exemple, dans cette mention que vous avez faite à propos de l'écrivain qui part en voyage en parcourant différents pays en finissant en Argentine. Là, on peut aborder, d'une part, c'est le concept du nomadisme. Ça peut s'inscrire dans l'exil, mais de manière différente, parce qu'il y a parmi les nomades ceux qui changent un exil pour un autre, et il y en a d'autres nomades qui vont à l'aventure comme des conquérants de l'espace. Ça, c'est autre chose. Vraiment, il y a toujours des rapports de force. Soit on est dans une position de faiblesse, soit on est dans une position de force. Et très souvent, les représentants de la culture francophone, en tant que représentants de cet empire linguistique français, sont dans les pays comme ceux de l'Amérique latine, sont dans la position de force plutôt que dans la position de faiblesse. Ils sont attirants, ils sont aimés, ils sont demandés. Et dans cette position-ci, ce n'est pas vraiment une situation d'exil. Je m'arrête. Oui, j'ai plusieurs choses justement pour répondre à vos questions. En fait, disons en trois volets. Le premier volet, donc, vous avez dit la condition de l'immigrant, l'expérience de l'immigrant. En fait, ce qui est surtout, à mon sens, ce qui est intéressant, ce qui est pertinent d'étudier, c'est surtout la représentation de cette expérience-là. Et non pas de prendre le personnage, l'auteur dit qu'il a fait l'expérience de l'immigration, c'est une chose, mais qu'il représente ce texte-là, qu'il représente cette expérience, ce phénomène de l'exil. C'est là où on touche le cœur du phénomène. Et par exemple, pour prendre un exemple près de nous au Québec, on met de côté un petit peu la littérature franco-ontarienne, toutes les œuvres de Dany Laferrière ne sont pas pour moi des paroles politiques carcérales, mais des paroles migrantes. Ce sont, par exemple, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Moi, je le considère comme une écriture migrante parce qu'il y a une représentation de l'exil, du personnage qui arrive d'Haïti, qui tente de s'intégrer à Montréal, mais il veut écrire un roman, son premier roman. Il y a un dialogue avec différents personnages qui sont nés au Québec, toutes les Miss Littérature, Miss Bicyclette, etc. Et donc, il y a une représentation de l'exil, de cette expérience-là. En revanche, Tout bouge autour de moi, publié en 2010, qui raconte
le tremblement de terre à Haïti qui a failli détruire en fait une partie du pays, ou qui a détruit une partie du pays, ça ne parle pas d'exil, ça ne parle pas. Pourtant, Dany Laferrière, c'est Dany Laferrière. Je veux dire, bon, écrivain d'origine haïtienne, qui est écrivain québécois, membre de l'Académie française depuis peu. Alors, mais on ne peut pas considérer ce texte-là. Donc, c'est, à mon avis, la représentation qui importe de autre chose aussi, concernant tantôt les romans d'Annette Castro-Durante, vous avez parlé d'exil, nomadisme. Pour prendre ces cas particuliers-là, en fait, dans ces 5 romans, ils sont recueils de nouvelles, sont tous récents recueils de nouvelles. Ces personnages sont, je dirais presque tous, je pense, des anti-héros. Il y a des personnages qui remettent en question les stéréotypes, des pères qui abandonnent leurs enfants, des mères aussi qui sont absentes. Donc c'est ce personnage qui souvent part du Canada, de Montréal ou d'Ottawa, se rend en Argentine, essaie de trouver l'objet de son désir, sa quête, mais souvent il est trompé aussi, il se fait avoir à son propre jeu. C'est le cas de Silence obscène des miroirs. Le personnage il se rend en Argentine, se fait voler son passeport canadien, reste à bien des égards prisonnier de cet espace-là par quelques frauduleuses manigances, aboutit en Uruguay, et donc il est tout à fait dans l'illégalité, tout à fait, donc il recherche qui lui a asséné ce coup de lapin, on voit au début du roman, là, il y a un coup derrière la nuque, et puis bon, il ne sait pas où est son passeport. Et dans sa quête, finalement, il essaie vraiment de se retrouver lui-même. Et comment ça finit? Ben, sur une plage en Uruguay, celle qui croit détenir le secret de son identité lui échappe. Donc, toutes les femmes de sa vie, tout son désir, c'est un peu comme Tantale. Hein? Donc, il essaie de s'agriper, de trouver l'objet de son désir. Il s'en part. Ça part. Donc, ici, je pense que c'est pas le mythe du guerriero, celui qui est conquérant. C'est pas des conquérants, vos personnages. Il n'y en a aucun. Donc, c'est plutôt le contraire. Je n'en sais rien. Moi, je l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Et enfin, donc, la langue comme une expression du pouvoir, je dirais plutôt, comme je l'ai mentionné dans le texte, le fait de choisir une langue, comme dirait Sartre, le fait de choisir, c'est assurer une certaine marge de liberté. Donc, en choisissant le français, ces écrivains, ces personnages écrivains font le pari d'une certaine forme de liberté. Donc, ils ne sont pas oppressés, au contraire, ils assument cette liberté-là. Et comme dirait Sartre, Oui, et puis c'est aussi, excuse-moi de t'interrompre, Julie, par rapport à ce que disait François tout à l'heure, je vois qu'il y a aussi quelque part, même si c'est inconscient, c'est aussi de ne pas choisir l'anglais. Oui, parce que point de vue du monde, l'Amérique latine, bien sûr c'est tout un univers, mais n'en demeure pas moins qu'il y a toujours l'anglais comme langue hégémonique, quelque part, n'est-ce pas, ne serait-ce que par les études, etc. Et donc à ce moment-là, le choix de... Mais ça, à titre hypothétique, n'est-ce pas, le choix du français, c'est aussi une façon de dire, quelque part, on tourne le dos à l'américanisation du monde. Quelque part. Oui, et donc on se dissocie de cette Ouais. Une dernière intervention. C'est bon? Oui. Merci d'abord pour la présentation. Je suis quand même frappée en écoutant votre présentation et puis les discussions qui ont suivi. Dans cette tension que je perçois entre finalement ce que moi j'ai étudié entre texte et marge et donc entre exil, et donc quel serait le pendant? Il y a comme une sorte de quelque chose qui à mon avis n'est pas encore nommé, comme si penser l'exil ou l'exiguïté ne pouvait se faire qu'en s'appuyant sur une certaine idée de pays, de départ ou de nation. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fige à ce niveau-là. Je vais donner un exemple pour un petit peu être plus clair, je n'ai pas l'impression d'être clair. Au cours de la discussion, vous avez parlé tout à l'heure des écrivains africains qui choisissaient évidemment le français, c'est leur langue aussi, et de ce positionnement par rapport au chant, c'était très intéressant. Mais en même temps, qu'est-ce qui nous permet de la lire comme écrivain africain parlant de l'Afrique, plutôt que comme écrivain franco-ontarien traitant d'un sujet littéraire qui est l'Afrique? Vous voyez, je crois qu'il faut en même temps complexifier cette notion et que
il y a un rapport qui me semble délimiter des espaces de manière très tranchée, que peut-être de toutes les manières le littéraire brouille, est appelé à brouiller. Quand vous dites plus tard, le roman de Daniel Ferrier, Tout bouge autour de moi, n'est pas un roman d'exil, on pourrait discuter là aussi. C'est un roman de retour en même temps. Vous voyez, on ne peut pas non plus le traiter comme un roman de la littérature haïtienne qui s'écrit en Haïti dans le champ littéraire haïtien qui n'a pas. Vous voyez, ah, tout de même, il parle de sa participation à ce salon, etc., parce que ça part de là. Hein. Il ne traite pas du retour comme dans l'énigme du retour. Non, mais en même temps, il y a cette distance à regard de quelqu'un qui vient pour un séjour en même temps, hein, qui n'est pas quelqu'un qui a traversé toute l'histoire contemporaine et qui, vous voyez, c'est pas le même positionnement. Et donc, ceci pour donner un peu l'idée que, de toutes les manières, il me semble que le littéraire est appelé à brouiller ces distinctions et puis ces séparations, et qu'il est intéressant de poser ce problème, mais de ne pas oublier que, un peu à la manière dont les intellectuels et écrivains avaient articulé cette question de l'écriture migrante. Je pense à Robert Verratoriol qui avait aussi parlé de cette notion, et non pas l'écriture de l'immigration ou l'écriture de l'exil, mais une écriture migrante qui faisait la part un peu de ce littéraire qui de toutes les manières invente une nouvelle langue et invente un nouveau pays. Et donc, je crois qu'il y a, enfin, je suis peut-être confuse, mais il me semble qu'il y a quelque chose à penser à ce niveau-là. C'est intéressant. Je suggérerais, si vous ne voyez pas d'objection, que l'on donne la parole à Daniel. On reprenne peut-être l'ensemble de la discussion plus tard. Merci.